Donc, après avoir présenté lors de la dernière séance le particularisme du droit des affaires, à savoir sa rapidité, sa simplicité, la transparence qui règne dans les transactions en droit des affaires et la sécurité et la confiance que se partagent les commerçants ou bien les hommes d'affaires. Aujourd'hui, on va essayer de travailler ou bien d'aborder le droit cambiaire proprement dit. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le droit cambiaire? Ça fera l'objet de notre première partie du cours. On va essayer de définir le droit cambiaire avant de commencer la première partie, la partie 1 parmi les 3 parties que compose le droit cambiaire, à savoir la lettre de change, le billet à ordre et le chèque. Donc, j'espère que vous arrivez à m'entendre comme il se doit. Si jamais vous avez une question, une remarque, n'hésitez pas à intervenir pour poser votre question. Donc, qu'est-ce que le droit cambiaire? Définition. Donc, le droit cambiaire, le mot cambiaire vient du latin, qui désigne étymologiquement droit de change. C'est l'ensemble des règles juridiques qui réglementent le change en échange des marchandises, en échange aussi des marchandises contre de l'argent. C'est l'ensemble des règles juridiques qui réglementent la manière avec laquelle on peut utiliser les moyens de paiement. C'est aussi l'ensemble des règles juridiques qui réglementent l'utilisation des instruments de paiement. En somme, lorsqu'on dit droit cambiaire, on désigne par là toutes les règles applicables aux effets de commerce. Toutes les règles juridiques applicables aux effets de commerce. Seulement, toute la question est là. Qu'est-ce qu'un effet de commerce? Certaines personnes préfèrent faire rentrer dans les effets de commerce à la fois le chèque, le billet à ordre et la lettre de change. Mais les spécialistes préfèrent établir une séparation, une distinction entre les effets de commerce proprement dits qui sont la lettre de change et le billet à ordre et le chèque. Pourquoi? Vous savez que en droit des affaires, le paiement signifie la délivrance, signifie l'exécution, que cette exécution soit en nature ou bien en espèces. On peut exécuter une prestation en nature, comme on peut l'exécuter en espèces. Soit on échange des marchandises contre d'autres marchandises, et là on est dans l'économie de troc, soit on échange une marchandise contre le paiement d'un prix. Donc ce prix peut être de l'argent liquide ou bien de l'argent matérialisé sur un autre support. Parfois, on échange contre de l'or, contre une matière précieuse, ainsi de suite. Donc généralement, le paiement s'effectue soit en numéraire, ça veut dire en utilisant la monnaie fiduciaire, qui, elle, permet de libérer
le débiteur dans l'immédiat. Une fois vous payez par liquide, vous êtes libéré. Ça veut dire que vous avez rempli votre prestation. Mais on sait que dans le droit des affaires, dans les affaires en général, on peut payer par virement ou bien par carte bancaire. Dans ce cas, on ne peut pas considérer que le débiteur se libère immédiatement. Donc, parce qu'il doit attendre que le virement soit apparent sur son compte bancaire. Lorsqu'on paye avec une carte bancaire, certes, l'opération s'effectue immédiatement, mais mon compte en tant que bénéficiaire n'est accrédité que par la suite, que le lendemain ou bien dans 2 jours. Donc, il s'agit ici d'un paiement différé. On ne peut pas parler d'un paiement libératoire. C'est le cas aussi lorsqu'on utilise le chèque, la lettre de change ou bien le billet à ordre qui feront l'objet de ces développements. Donc, dans ces 3 cas, on ne peut se libérer immédiatement. Lorsqu'on donne un chèque, il faut aller à la banque, déposer ce chèque pour pouvoir récupérer votre argent. Lorsqu'on paie avec une lettre de change, dans la plupart des cas, on doit attendre une échéance avant de pouvoir présenter cette lettre de change au paiement. C'est le cas notamment pour le billet à ordre lorsqu'il comporte une échéance. Donc, on peut dire que l'effet de commerce est un mot qui est difficile à définir. Le code de commerce législateur marocain n'a pas pris l'initiative de définir l'effet de commerce. Parce qu'il savait qu'il s'agit d'une entreprise difficile. Mais la doctrine a défini l'effet de commerce comme un titre qui permet de mobiliser des sommes d'argent. C'est un titre, c'est un papier, un titre qui permet de mobiliser des sommes d'argent. Est-ce que c'est une somme d'argent? Non, mais c'est un titre qui permet de mobiliser cette somme d'argent. Peut-être que la somme d'argent est déposée chez le banquier. Peut-être que cette somme d'argent se trouve chez une autre personne. Donc, lorsqu'on donne ce titre, c'est pour mobiliser ces sommes d'argent. On peut donner la définition suivante. Il s'agit d'un titre négociable, transmissible par endossement, à ordre ou au porteur, représentant une créance de somme d'argent non encore échue, exigible à vue ou à court terme, et constatant l'engagement d'une personne de payer ou de faire payer cette somme d'argent à une échéance déterminée. Certes, il s'agit là d'une définition complexe qui présente le processus poursuivi dans l'utilisation des effets de commerce, mais on peut dire aussi qu'il s'agit d'une définition exhaustive. C'est un titre négociable, ça veut dire qu'on peut négocier. Elle est négociable. La somme d'argent qui va être transcrite sur le titre n'est pas nécessairement la somme que représente la marchandise vendue. Ce n'est pas l'équivalent de la marchandise. Dans la plupart des cas, c'est une valeur supérieure à la valeur de la marchandise étant donné que le vendeur
donne une échéance pour l'acheteur pour payer, étant donné qu'il peut inclure des clauses d'intérêt qui produisent des intérêts. Donc, c'est un titre négociable que les personnes peuvent négocier entre eux. On se met d'accord sur l'échéance, sur le montant, sur les clauses à insérer là-dessus. Vous allez voir avec moi ces clauses. C'est un titre aussi transmissible par endossement. Ça veut dire qu'on peut transmettre l'une de l'autre en opposant notre signature au verso du titre. Donc l'endossement, c'est une opération qui permet, lorsque je signe sur le dos du titre, de transmettre la propriété à une autre personne. Donc à ordre ou bien au porteur. À ordre, ça veut dire on va trouver le nom de ce futur bénéficiaire ou bien à celui qui va porter le titre. Donc, toute personne qui va recevoir la propriété matérielle du titre sera le propriétaire effectif. Il représente une créance de somme d'argent non encore échue. Ça veut dire dont la date d'échéance d'exigibilité n'est pas encore arrivée. Exigible à vue ou à court terme. Exigible à vue, ça veut dire lors de la présentation. On peut la présenter à n'importe quel moment et on peut se faire payer. Ou à court terme, ça veut dire dans 15 jours, dans 10 jours, dans un mois, nous sommes toujours dans le court terme. Et constatant l'engagement d'une personne de payer ou de faire payer cette somme d'argent à une échéance déterminée. Donc, cette définition que j'ai qualifiée d'exhaustive permet de définir la lettre de change et le billet à ordre. Le chèque ne peut être considéré comme un effet de commerce, mais nous savons que le régime juridique des effets de commerce s'apparente en grande partie à ce qui est applicable pour les règles juridiques qui gouvernent l'utilisation des chèques. Voilà pourquoi nous avons organisé dans ce cours des instruments de paiement et de crédit. D'abord, les effets de commerce qui seront abordés dans un premier temps, à savoir la lettre de change et le billet à ordre, et par la suite, le chèque qui est un autre instrument, un autre moyen de paiement. Donc, quelle est l'utilité des effets de commerce maintenant? On peut se poser cette question. À quoi bon servent les effets de commerce? Pourquoi ne pas utiliser tout court l'argent? Donc, la réponse à cette question paraît dans la simplification des moyens de paiement utilisés lorsqu'on est amené à payer des sommes d'argent colossales. On ne peut pas être tout le temps menu, on ne peut pas transporter avec nous tout le temps un cartable dans lequel on transporte l'argent. Donc, il suffit de transporter un carnet et chaque fois qu'on est obligé de payer, amené à acheter quelque chose en tant qu'homme d'affaires, parce que, comme nous avons dit la dernière fois, il faut saisir les opportunités. Donc, pour saisir une opportunité, l'usateur a facilité la tâche à ces hommes d'affaires. Il leur a permis d'utiliser des moyens de paiement simples, faciles à utiliser. Comme c'est le cas pour la lettre de change, le billet à ordre et le chèque. Je prends un stylo et je transcris sur le papier le montant d'argent correspondant à l'opération que je vais effectuer. L'utilité des effets de commerce paraît aussi au niveau du renforcement de la sécurité des paiements. Vous savez très bien que aujourd'hui, les risques sont énormes. Le risque de vol
d'argent liquide est énorme. Rares sont les personnes qui prennent ou bien qui prennent les risques de transporter avec eux des sommes d'argent importantes pour saisir à chaque fois une occasion qui va se présenter devant eux. Donc, pour ce qui est des effets de commerce, le vol d'un effet de commerce, qu'il s'agisse d'une lettre de change ou bien d'un billet or, même d'un chèque, ne devra pas, en principe, permettre l'utilisation de ce moyen. Parce que, tout simplement, on ne peut pas imiter par stylo la signature du titulaire de la lettre de change et ou bien du billet à ordre ou bien du chèque. La falsification d'un chèque, d'un billet à ordre sera facile à détecter. Maintenant, il faut savoir qu'il existe différents modes de paiement. On parle généralement des modes de paiement immédiats et des modes de paiement différés. Pour ce qui est des modes de paiement immédiats, c'est l'ensemble des moyens de paiement qui sont payables à vue, comme le chèque, le virement ou bien la carte bancaire. Dans ces trois cas, on ne peut pas différer le paiement, on ne peut pas reporter le paiement à une date ultérieure, alors que cette possibilité paraît faisable lorsqu'on est dans le cadre de la lettre de change ou bien du billet à ordre. Si le législateur a permis l'utilisation de ces moyens de paiement, c'est justement pour qu'ils servent à différer le paiement. Ça veut dire à reporter la date exacte du paiement à une date ultérieure. Voilà pourquoi on les appelle des instruments de crédit. Ils permettent de donner des crédits. Même si vous signez aujourd'hui, vous vous mettez d'accord que vous n'allez honorer votre engagement, vous n'allez payer que d'ici 2 mois, 3 mois, ainsi de suite. Donc, ces instruments sont destinés à être mobilisés au sens financier, c'est-à-dire transformés en argent en vendant l'instrument à quelqu'un qui accepte de payer. Monsieur? Donc, oui, Monsieur, Monsieur Mohamed? le paiement par la carte bancaire il n'est pas considéré comme paiement immédiat. دابا قلت لنا راه يتسمى un mode de paiement immédiat. Ce n'est pas un paiement libératoire immédiat, oui, mais c'est un paiement à vue. Là, nous sommes en train de parler du paiement à vue. Ça veut dire quoi, payable à vue? Ça veut dire lorsque vous payez, ça veut dire l'autre personne va récupérer son argent. Si, lorsque vous payez par liquide, vous libérez sur le champ. Mais lorsque vous utilisez un chèque ou bien un virement ou bien une carte bancaire, ce n'est pas libératoire sur le champ. Mais la personne doit attendre que l'opération soit mise en service par la banque. Donc la banque doit transmettre l'argent à votre banque pour que le paiement se voit sur votre compte. Donc, il faut faire la distinction entre payable à vue et paiement libératoire, immédiat. D'accord? Vous m'avez compris, monsieur Mkhlouf? Mohamed? Un peu, monsieur. Un peu, je répète. Donc, tout à l'heure, j'ai distingué entre les paiements les paiements libératoires et les paiements non libératoires. Libératoire immédiatement, c'est l'argent liquide. C'est l'argent liquide seul qui permet de se libérer complètement de votre dette. Une fois je paye avec l'argent, c'est bon, l'opération est terminée. Mais lorsque j'utilise un chèque, il faut que je me déplace
moi en tant que bénéficiaire, à la banque pour que je puisse récupérer mon argent. D'accord? Là, on est dans le stade de est-ce que le paiement est libératoire ou non? Maintenant, lorsqu'on parle de paiement à vue, ça veut dire tout instrument qui est payable à vue, ça veut dire il ne comporte pas une échéance, il ne comporte pas une date. On ne doit pas attendre l'arrivée d'une date déterminée pour se faire payer. D'accord? Lorsqu'on utilise une lettre de change ou bien un billet à ordre, généralement, on met sur la lettre de change ou bien le billet à ordre une date. Une date, nous sommes aujourd'hui le 18 décembre, donc je vais vous donner une lettre de change et je vais vous dire, vous ne pouvez être payé que le 18 janvier. Donc il faut attendre un mois. Donc c'est un paiement différé. D'accord? Mais au cours de ce mois, j'ai la possibilité d'utiliser votre titre, cette lettre de change, pour payer une autre personne. C'est ce qu'on appelle l'endossement. Donc la transmission de la lettre de change par endossement. Donc, si j'ai dit que ces instruments sont destinés à être mobilisés au sens financier, c'est-à-dire transformés en argent en vendant l'instrument à quelqu'un qui accepte de payer, tous les instruments ne sont pas mobilisables. La carte bancaire et le virement n'est pas mobilisable. Lorsque j'accepte d'être payé par virement, je vais récupérer l'argent. Je dois attendre que l'argent arrive sur mon compte pour que je puisse effectuer un autre paiement. Alors que lorsque j'ai une lettre de change ou bien un billet à ordre, je peux utiliser ce moyen pour payer une autre personne sans attendre l'échéance. Donc, je transmets la propriété à une autre personne. D'accord? Donc, de toute façon, nous allons revenir sur ces sujets lorsqu'on abordera la transmission de la lettre de change. Donc, voilà pourquoi nous avons choisi dans ce cours de ne parler que de la lettre de change, du billet à ordre et du chèque parce qu'ils comportent ensemble des règles des règles communes. Pour les autres instruments de paiement, nous n'allons pas les aborder parce que tout simplement, leur régime juridique diffère carrément du régime juridique applicable pour la lettre de change, le billet à ordre et le chèque. Donc, commençons maintenant par la lettre de change. Qu'est-ce que la lettre de change? La lettre de change peut être appelée aussi la traite. Donc, qu'il s'agit de lettre de change ou bien de traite, donc c'est la même chose. Comment peut-on définir la lettre de change? Donc, la lettre de change ou bien la traite peut être définie comme un écrit par lequel une personne appelée le tireur, donc suivez bien avec moi, une personne appelée le tireur. Généralement, c'est le créancier ou bien le vendeur. C'est le créancier ou bien le vendeur. Soit vous me devez de l'argent, soit je vous ai vendu une marchandise. Donc, le tireur donne l'ordre à l'un de ses débiteurs, appelé le tiré, qui est généralement un acheteur ou bien un débiteur. Donc, soit nous avons une opération entre un vendeur et un acheteur, c'est le cas le plus fréquent, soit entre un créancier et un débiteur. Donc, il reçoit l'ordre de payer une certaine somme qu'on appelle la valeur nominale. Et je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle valeur nominale. À une date déterminée, échéance, à lui-même ou à une troisième personne appelée le bénéficiaire.
ou à son ordre, c'est-à-dire à une personne qu'il désignera ultérieurement. Donc, il se peut que cette définition paraît un peu difficile à comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une lettre de change, il y a toujours une relation triangulaire. Ça veut dire il y a une relation entre trois personnes. Le tireur, le tiré et le bénéficiaire. Donc, le tireur, c'est le vendeur ou bien le créancier. C'est lui qui donne l'ordre à l'autre personne, acheteur ou bien créancier, de me payer. Vous me devez une somme d'argent, vous devez payer. Donc, ce titre doit comporter une somme qui représente la valeur nominale, ça veut dire le minimum de la valeur de la transaction que nous avons conclue entre nous. Je vous ai vendu une marchandise. La valeur de cette marchandise est, par exemple, 500 dirhams, ou bien 5000 dirhams. Donc, si je vais accepter que le paiement soit différé à une date ultérieure, bien. Donc, ça veut dire à une date, si je vous vends aujourd'hui, si je dois attendre 1 mois ou bien 2 mois ou bien 3 mois, je dois stipuler des intérêts. Vous me devez des intérêts. C'est logique dans le domaine des affaires. Donc, cette valeur nominale est inscrite sur le titre, mais lorsqu'il y a une échéance, les commerçants, les hommes d'affaires préfèrent ajouter des intérêts. Voilà pourquoi on l'a appelé valeur nominale. Donc, parfois, je vais désigner une autre personne comme bénéficiaire de la lettre de change. Parfois, je vais me désigner moi-même en tant que bénéficiaire. Lorsque c'est moi qui est le bénéficiaire, donc dans ce cas, on n'a que deux personnes. Mais l'une d'elles joue deux rôles, à la fois tireur et bénéficiaire. Le tiré ne peut être bénéficiaire. Le tireur peut être bénéficiaire comme il peut jouer le rôle de tireur et il va donner l'ordre à monsieur X de payer une troisième personne. J'espère que vous avez compris. Donc, je vais vous donner un exemple pour pouvoir comprendre mieux. Nous avons X, Y et Z. X a vendu une marchandise à Y. Mais X doit de l'argent à Z. Parce que Z a déjà vendu quelque chose à X. Donc, lorsque X va vendre à Y, il va lui demander de transcrire sur la lettre de change comme bénéficiaire Z. Donc, au lieu de se faire payer lui-même, Z va payer Y va payer Z. Ahmed, Yassine et Zaid sont les trois protagonistes dans une lettre de change. Ahmed, c'est le tireur. Yassine, c'est le tiré. Et Zaid, c'est le bénéficiaire. Passons maintenant à l'histoire de la lettre de change. Donc, si on remonte un petit peu dans l'histoire, on trouve que la lettre de change représente le premier effet de commerce apparu au Moyen Âge. Nous avons commencé à sentir que les risques relatifs au transport de fonds d'argent
constitue un risque énorme parce que les pirates ne cessent de se multiplier, les voleurs ne cessent de se multiplier. Donc les commerçants et les hommes d'affaires ont senti qu'ils doivent trouver un moyen pour se prémunir contre ces risques de la route. Ils ont ainsi créé ce qu'on appelle la lettre de change ou bien la traite. Elle a été créée par les marchands italiens parce que l'Italie, à cette époque, représentait une grande place où se rencontraient les grands commerçants de l'Europe. L'idée est la suivante. Cet instrument servait à ces commerçants lorsqu'une personne acquiert un bien auprès d'une personne à un endroit donné, il peut enjoindre un endroit donné, il peut enjoindre une troisième personne située sur le chemin de retour vers la ville de départ du marchand, de lui fournir la somme due, notamment quand cette troisième personne devait de l'argent à l'acquéreur. Donc, au lieu de payer directement sur place, il y a une autre personne à qui le vendeur doit de l'argent. Donc, vous n'allez pas me payer sur place, mais vous allez, lorsque vous allez prendre le chemin de retour, payer cette personne à qui je dois de l'argent. Donc, c'est comme ça que c'est passé à cette époque-là. Donc, c'était la première forme de la lettre de change. Ainsi, on peut déduire que la lettre de change remplirait à cette époque trois fonctions. Une fonction de change, une fonction de paiement, une fonction de crédit. Au début, c'est-à-dire au Moyen Âge, il avait comme fonction change. Elle était un moyen de change. La lettre de change était née dans les grandes foires auxquelles participaient des marchands de nationalités différentes. Donc, ces marchands ont essayé de trouver, en contractant avec leur banque, un moyen qui leur permet de se prémunir contre les risques de vol, contre les risques de route en général. Donc, au lieu de transporter de l'argent avec eux, donc ils mettaient leur argent dans une banque et ils ne portaient avec eux, ils ne transportaient avec eux que ces lettres. La lettre de change au XVIe siècle a acquis une fonction de paiement. La lettre de change devient à ordre. On paye à l'ordre de telle personne ou de toute autre personne dont le nom est ajouté au dos de la lettre. Voilà pourquoi on peut dire qu'elle avait une vocation à circuler entre les marchands. Chaque fois qu'une personne voulait transmettre ou bien utiliser cette lettre de change pour payer une autre personne, un autre marchand, il met sur le dos de la lettre de change à l'ordre de monsieur Y et il signe. Monsieur Y, s'il veut utiliser la même lettre pour payer une autre personne, il va mettre à l'ordre de monsieur Z, et ainsi de suite. Mais, dernièrement, actuellement, la lettre de change n'est plus payable dans les médias. Ce n'est pas un moyen de paiement à vue. Mais il comporte généralement une échéance. C'est un moyen de paiement différé. Il permet au vendeur d'accorder à l'acheteur un paiement différé avec une échéance. Voilà pourquoi l'acheteur, débiteur dans ce cas, aura largement le temps de vendre la marchandise, de récupérer l'argent et de présenter la valeur de la marchandise au vendeur. Donc,
le vendeur, dans tous les cas, peut recourir, s'il ne veut pas attendre, il a un autre moyen qui est le moyen de l'escompte. Il peut escompter la lettre de change auprès de sa banque et se procurer l'argent lorsqu'il estime qu'il est dans la nécessité, qu'il doit se procurer cet argent dans les plus brefs délais. Donc, soit vous attendez jusqu'à l'échéance en tant que vendeur, soit, si vous voyez que vous avez vraiment besoin de cet argent et vous ne pouvez pas attendre, même si vous avez accordé un délai pour l'acheteur, donc vous pouvez recourir à votre banque et demander l'escompte de cette lettre de change. Donc ainsi, on peut conclure par la nature juridique de la lettre du change. Donc la lettre de change est toujours un acte de commerce par la forme. Le législateur a considéré dans l'article 9 du Code de commerce que l'utilisation de la lettre de change est un acte de commerce, quelle que soit la personne qui a utilisé cette lettre de change et quelle que soit la nature de l'opération pour laquelle elle a été utilisée. Que la créance ou bien l'opération est civile ou bien commerciale, pour le législateur marocain et français, il s'agit d'un acte de commerce. Donc, sa forme à lui seul lui permet d'être un acte de commerce. Donc, elle est commerciale, quelle que soit la profession ou l'activité principale des personnes qui l'ont utilisée. Que le tireur, le tiré, le bénéficiaire, l'accepteur, l'avaliseur, l'endosseur, etc., qu'il soit un commerçant ou bien un non-commerçant, chaque fois qu'une personne appose sa signature sur une lettre de change, elle est engagée dans une opération commerciale. Elle a effectué un acte de commerce. Et on va lui appliquer l'ensemble de la réglementation qui a été réservée aux effets de commerce et à la lettre de change en l'occurrence. Quels sont les avantages de l'utilisation de ce moyen de paiement? Nous avons dit que la lettre de change permet une garantie de la créance étant donné que le paiement est effectué à une échéance déterminée dans la lettre même. Donc, c'est un papier qui matérialise ou bien qui justifie qu'il y a une créance vis-à-vis de l'acheteur ou bien du débiteur. C'est un moyen de financement, puisque lorsque je dispose d'une lettre de change, je peux ne pas attendre, comme je viens de dire, et aller droit vers mon banquier pour demander l'escompte de cette lettre de change. Bien sûr, le banquier va recevoir des intérêts. Il ne va pas vous donner la totalité de la somme contenue sur la lettre de change, parce que lui, il va attendre l'échéance et il va aussi prendre le risque de ne pas être payé à l'échéance. Donc, il va escompter cette lettre, mais en contrepartie d'une somme d'argent. Et ensuite, troisième avantage, c'est un moyen de paiement. Parce que je peux utiliser cette même lettre de change en l'endossant, en écrivant sur le dos de la lettre de change que je la transmets à monsieur X et je signe. Donc voilà, c'était notre introduction sur la lettre de change. Ce que vous voyez ici, c'est un exemple
d'une lettre de change. La lettre de change est présentée généralement de cette façon. On a la dénomination de la lettre de change, son numéro, le nom du tireur, celui à gauche, au-dessous, l'acceptation, l'aval, droit de timbre. À droite, nous avons le bénéficiaire, avant l'ordre de paiement, pardon, le tiré, donc, ensuite le bénéficiaire, la date d'échéance, la date de création, le montant d'argent, la cause, le montant en lettres, et vous voyez que nous avons en bas le nom et la dénomination du tiré et son compte bancaire. Donc là, c'est un exemple qui est ancien. Vous pouvez trouver d'autres exemples émis par les banques. Là, c'est un exemple de la BMCE, la Banque marocaine du commerce extérieur. Donc, quelles sont les conditions d'émission de la lettre de change? On distingue généralement entre les conditions de forme et les conditions de fond. Pour ce qui est des conditions de forme, il faut savoir que la lettre de change est un titre formaliste. Ça veut dire quoi, formaliste? Ça veut dire qu'il obéit à une forme bien déterminée, bien établie. En l'absence des mentions qui doivent figurer sur cette lettre de change, il ne peut être considéré comme tel. Voilà pourquoi on dit qu'il est formaliste. Il obéit à des formes strictes, établies et exigées par le législateur. D'abord, il doit exister matériellement sur un support papier afin de permettre la circulation. Parce que s'il ne se trouve pas sur un papier, il sera difficile de la transmettre, de l'endosser. Même si actuellement, et depuis quelques années, notamment en France, nous avons commencé à utiliser la lettre de change dématérialisée, la lettre de change électronique. Mais il est difficile de concevoir une transmission, un endossement d'une lettre de change en électronique. Donc, la créance en soi, c'est un rapport juridique immatériel. Pour qu'il soit matérialisé, il faut un papier, il faut un bout de papier sur lequel on peut écrire la somme d'argent correspondant à cette créance. Et par la suite, on peut l'endosser pour qu'il soit transmis entre plusieurs personnes. Il s'agit bien évidemment là d'une obligation cambiaire qui, à la différence de l'obligation civile, peut obéir à un certain nombre de règles qui sont propres au droit cambiaire. Certes, il existe là une obligation civile, mais à côté de cette obligation civile, on trouve d'autres obligations cambiaires. Donc, le législateur a essayé de simplifier la forme de la lettre de change afin d'alléger ou bien de faciliter la circulation. Néanmoins, il a exigé, je parle du législateur, il a exigé la présence d'un certain nombre de mentions, qu'il a qualifiées de mentions obligatoires. Et il a laissé aux parties la possibilité d'ajouter d'autres mentions qu'il a qualifiées de mentions facultatives. Ça veut dire que leur présence dans la lettre de change n'est pas. Commençons par ces conditions de forme obligatoire, tels qu'ils ont été cités par le législateur dans les articles 159 et suivants du Code de commerce. Donc, les mentions obligatoires sont
les suivants. Lorsque je dis mention obligatoire, citée par l'article 159 du Code de commerce, ça veut dire que ce sont des mentions qui doivent nécessairement exister. En l'absence de ces mentions, la lettre de change sera considérée comme non valable. Toute lettre de change qui ne comporte pas les 8 mentions que je vais présenter sera considérée comme nulle, qui n'est pas valable. Mais elle n'est pas valable pour prouver des obligations cambiaires. Ça veut dire que sa non-validité est relative à l'application du droit cambiaire qu'on va développer par la suite. Donc ça veut dire qu'il peut être utilisé comme un titre ordinaire pour prouver l'existence d'une créance entre le vendeur et l'acheteur, mais sans avoir la possibilité de lui appliquer les dispositions du droit cambiaire, à savoir l'inopposabilité des exceptions, l'indépendance des signatures, la solidarité, comme on va voir par la suite. Donc, ces mentions obligatoires qui doivent nécessairement figurer sur la lettre de change sont la dénomination, ça veut dire l'intitulé, lettre de change. On doit trouver sur ce titre, sur ce bout de papier, le nom lettre de change. Ensuite, le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, soit par l'expression veuillez payer contre la somme de, ou bien payer la somme de, etc. Donc, le montant à payer, inscrit en lettres et en chiffres. Donc, j'ai dit, le montant, troisième mention obligatoire, le montant à payer, inscrit en lettres et en chiffres. Ça veut dire inscrit. Je dois l'écrire en lettres parce que c'est généralement les lettres. On peut se tromper sur les chiffres. On peut ajouter un zéro, d'autres chiffres, mais on ne peut pas ajouter une phrase. Donc, inscrit en lettres et en chiffres. Le nom et la signature des tireurs, mais seulement le nom du tiré. Parce que le tiré n'est pas le donneur d'ordre. Peut-être il ne va recevoir le titre, ça veut dire la lettre de change, que ultérieurement, pour acceptation. Lorsqu'il signe, ça veut dire qu'il a accepté l'ordre du tireur. Ensuite, le nom du bénéficiaire, que nous avons souligné auparavant, il peut être le tireur lui-même. Ensuite, la date d'échéance, à quelle échéance le tiré sera obligé de payer, et le lieu de paiement. D'accord? Donc, je répète, l'absence de l'une de ces mentions équivaut à une lettre de change non valable. Maintenant, si jamais une des mentions que nous avons soulignées auparavant manque, est-ce qu'il y a lieu de la remplacer par une mention, ou bien de la compléter, de remédier à cette insuffisance, à cette absence de mention? Le législateur précise que on peut substituer légalement aux mentions obligatoires suivantes. S'il n'y a pas d'échéance, cela veut dire tout simplement que le titre est valable, seulement il devient payable à vue. Ça veut dire c'est comme si j'ai produit un chèque. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas d'échéance, on paye le titre à n'importe quel moment. Je ne suis pas obligé d'attendre une date déterminée en tant que bénéficiaire. Pour ce qui est du lieu de paiement, le lieu de paiement, c'est le lieu
où a été créée la lettre de change, où le tiré a son établissement principal ou bien où il exerce son activité ou bien le lieu de son domicile. La signature du tiré n'est pas, comme je vous ai dit, n'est pas obligatoire. Lorsque le tiré signe, ça veut dire qu'il a accepté le paiement. Le lieu de création, c'est généralement le lieu où se trouve l'établissement principal du tireur, ici, de création de la bénéficiaire. Lorsque je reçois en tant que bénéficiaire le lettre de change, le législateur considère la date de création de ce titre. Donc, voilà comment on peut remédier à l'absence de ce genre. Donc, à côté de ces mentions, le législateur ajoute que les parties, le tireur, le tiré et le bénéficiaire, peuvent ajouter des clauses à la lettre de change. Première clause qui peut être ajoutée, on l'appelle clause sans garantie, ou bien d'autres personnes préfèrent l'appeler clause à forfait. Cette clause permet d'exonérer celui qui la supplie de la garantie qu'il doit au bénéficiaire en vertu de la lettre de change. Ça veut dire, lorsque je vous donne la lettre de change, je vous dis que je ne vous garantis pas le paiement. Sans garantie, à forfait. Je ne me porte pas garant. Si vous acceptez, c'est bon. Si vous n'acceptez pas, dites-moi que vous n'allez pas recevoir cette modalité de paiement. On a aussi la clause suivant avis, qui est une mention généralement portée sur les lettres de change, qui interdisent au tireur d'accepter ou bien de payer avant de prendre l'autorisation du tireur. Moi, en tant que tireur, aujourd'hui, j'ai créé un titre. Et je vous ai donné l'ordre en tant que tiré de payer Monsieur Ahmed. Mais j'ai mis suivant avis. Lorsque Monsieur Ahmed, en tant que bénéficiaire, en tant que porteur légitime du titre, va me présenter le titre, je dois prendre mon téléphone et appeler Monsieur Ahmed. Est-ce que j'accepte? Est-ce que je vais payer Monsieur Y? Oui ou non? Donnez-moi votre avis. D'accord? Donc, je ne peux accepter que lorsque je vais prendre l'avis que si je suis autorisé par le tireur qui est le donneur d'ordre. Parmi aussi les pratiques, la suppression des intérêts. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une pratique courante dans une lettre de change payable à vue ou un certain délai de vue. Donc, dans ce cas, le tireur ajoute sur la lettre de change que la somme qui représente la valeur nominale sera productive d'intérêt. Chaque jour de retard équivaut à un taux d'intérêt déterminé. Donc, lorsque je vous donne la lettre de change, je vous dis, elle est payable à vue ou bien un certain délai de vue. Donc, si vous allez attendre un mois, vous allez recevoir des intérêts. Si vous allez attendre 2 mois avant de présenter, vous allez recevoir des intérêts beaucoup plus que ce qui a été stipulé pour un mois, ainsi de suite. On a aussi dans les mentions facultatives la clause retour sans frais ou bien sans protêt, qui permet de présenter une garantie pour toute personne bénéficiaire de la lettre de change de ne pas supporter ou bien de ne pas dresser un protêt pour exercer les recours faute d'acceptation ou bien faute de paiement. Je vous explique. C'est-à-dire, si jamais moi j'ai donné un ordre
au tiré de payer à une date déterminée. Le bénéficiaire va attendre cette date. Une fois cette date est arrivée, il va présenter le titre au tiré. Il va lui dire, donnez-moi mon argent. Voilà, j'ai un ordre de la part du tireur qui vous donne l'ordre de me payer cette somme. Le tiré va refuser. Donc, s'il refuse, tout un processus commence. Ce processus commence par l'établissement d'un proté. Le proté, c'est un acte judiciaire établi par un huissier de justice, c'est-à-dire une personne qui travaille pour le tribunal, qui va venir et établir que Monsieur X a refusé le paiement de cette somme d'argent. Bien sûr, pour établir un proté, il faut payer l'huissier de justice. Donc, pour se prémunir contre ces aléas, le tireur met pour encourager le bénéficiaire à prendre ce titre, il va mentionner sur la lettre de change retour sans frais ou bien sans proté. Si jamais le tireur, c'est comme s'il vous dit, si jamais le tiré refuse de vous payer, c'est moi qui va supporter les frais du proté. Vous pouvez me faire retourner la lettre de change sans que vous poursuivez la voie judiciaire. On a aussi la clause non à ordre qui permet à toute personne, même non expressément tirée, pour toute personne, pardon, d'avoir une lettre de change non exprimée à ordre. C'est-à-dire transmissible par voie de l'endossement. Il n'est pas à ordre. La clause non à ordre n'est pas à l'ordre d'une personne déterminée. Ça veut dire que toute personne peut l'endosser. On peut l'endosser. C'est comme si on dit il est au porteur. Donc voilà, ce sont des mots facultatifs que les parties peuvent ajouter sur la lettre de change, mais ils ne sont obligatoires. Ou bien passons maintenant aux conditions de fond. Donc je répète, pour émettre une lettre de change, il faut respecter des conditions de forme et des conditions de fond. Dans les conditions de fond, nous avons distingué entre dans les conditions de forme, nous avons distingué entre les mentions obligatoires et les mentions facultatives. Pour ce qui est des mentions des conditions de fond, donc ce sont des conditions relatives à la création de tout contrat et pour lesquelles on fait appel aux dispositions du daïr des obligations des contrats, mais aussi aux dispositions spécifiques à la création et à la circulation des effets de commerce tels qu'ils sont prévus par le législateur marocain dans le Code de commerce. Donc, pour ce qui est des conditions de fond telles qu'ils sont stipulées par le daïr des obligations et des contrats, nous avons dit que la lettre de change est un acte juridique. C'est un contrat comme tous les contrats. Il doit requérir le consentement de tous les signataires. Si une personne n'a pas donné son consentement, il ne peut être engagé. Ça veut dire tout engagement contraignant où on a exercé une pression sur la personne pour signer est non valable et illicite. Il n'engage pas personne. Il suffit de démontrer que cette personne a été contraint, a été obligé de signer, de s'engager dans la lettre de change pour battre en brèche, pour rendre la lettre de change non valable. Donc, lorsque je dis que le consentement, que
que la lettre de change doit avoir le consentement de tous les signataires, ça veut dire qu'il ne doit y avoir aucune contrainte exercée sur l'un des signataires. Toute personne doit avoir une volonté lucide. Ça veut dire que le consentement de la personne doit être exprimé en connaissance du cause. Il doit savoir la cause pour laquelle il va s'engager. Il ne doit pas être amené à signer sans connaître quelles sont les conséquences et pourquoi il s'est engagé. Autrement dit, il ne doit y avoir aucun vice de consentement qui va entacher la volonté et le consentement de la partie qui s'engage. Ni erreur, ni dol, ni violence. On ne peut pas mettre un pistolet sur la tête d'une personne et lui contraindre de signer un papier lettre de épouse. D'autant plus, il faut souligner que si la lettre de change porte une fausse signature du tiré, ce dernier n'est pas engagé dans les liens cambiaires. Parfois, il y a des tireurs mal intentionnés ou bien des bénéficiaires mal intentionnés signent à la place du tiré. Ils demandent que ce tiré par la suite honore son engagement en lui montrant que sa partie est déjà signée. La place où il doit signer comporte déjà une signature. Donc, si on arrive à prouver que cette signature est une fausse signature, donc on ne peut pas faire engager cette personne. En revanche, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables. Ça veut dire, si la lettre de change comporte une fausse signature, toutes les autres signatures restent valables. Et l'application de la solidarité serait applicable en la matière. Toutes les autres personnes restent solidaires pour le paiement du bénéficiaire. Si c'est le tireur qui a signé à la place du tiré pour montrer au tireur que la lettre a été déjà acceptée, c'est lui qui va supporter l'obligation de payer à la place du tiré. C'est lui qui est engagé. De même, si la lettre de change comporte la signature d'un mineur, par appliquer du principe de dépendance des signataires, on va faire semblant comme si cette signature n'existe pas. Et toutes les autres signatures engagent leur signataire. Donc voilà, c'est un principe qui n'existe que en droit cambiaire sur lequel nous allons revenir par la suite pour de plus amples développements. Donc à côté du consentement, nous avons la capacité comme condition de fond pour la validité de la lettre de change. Donc, tout signataire de la lettre de change doit avoir la capacité. Ça veut dire être sain d'esprit. Il ne doit pas être un malade mental, un prodigue, quelqu'un qui est entaché au niveau de ses facultés mentales. Donc, il doit avoir l'âge de 18 ans, étant donné que la lettre de change, comme nous l'avons déjà présenté auparavant, est un acte de commerce par la forme, tel qu'il est précisé par le législateur dans l'article 9 du Code de commerce. Ensuite, l'article 64 du Code de commerce précise que la lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits des parties conformément au droit commun, c'est-à-dire le droit de le poursuivre civilement. Ça veut dire, si vous avez contracté avec un mineur en connaissance de cause,
vous n'avez pas la possibilité de le poursuivre en droit cambiaire, mais vous avez toujours la possibilité de le poursuivre en droit civil. Autrement dit, la signature du mineur sur une lettre de change ne porte pas atteinte à la validité des autres signatures, en application du principe de l'indépendance des signatures, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure au niveau du consentement. Mais pour les incapables, ceux qui n'ont pas encore l'âge de 18 ans, il leur est interdit de signer une lettre de change, même par le biais de leurs représentants légaux. C'est notamment le cas pour un certain nombre de personnes dont la profession présente une incompatibilité avec l'exercice du commerce. C'est le cas du fonctionnaire, du notaire, du comptable, de plusieurs autres professions, de l'avocat, du médecin, de l'architecte. Donc, c'est ce qu'on appelle les professions libérales. Donc, les fonctionnaires et les professions libérales réglementées, en principe, n'ont pas le droit d'utiliser la lettre de change, comme les incapables. Ils n'ont pas la capacité. Donc, si jamais, maintenant, l'une de ces personnes a signé une lettre de change, est-ce qu'on va considérer l'acte comme nul? En principe, oui. Donc, la sanction de l'absence d'une condition de fond, c'est la nullité de l'acte. Seulement, il faut savoir qu'il s'agit ici d'une nullité relative. Relative à l'application du droit cambiaire. Elle est nulle en droit cambiaire et non pas en droit civil. En ce sens où il n'affecte que le titre et non la créance représentée par le titre. Rappelez-vous que ce que nous avons dit au début. La lettre de change, c'est un papier, c'est un titre qui matérialise, qui représente une créance et qui permet la transmission de cette créance entre plusieurs marchands. Si ce titre est nul, ma créance n'est pas perdue. Ma créance, je peux toujours la récupérer en poursuivant la voie judiciaire que me permet le droit commun, que me permet le droit civil. D'accord? Donc, autrement dit, la nullité ne touche que l'engagement cambiaire du signataire. Il n'affecte en rien l'engagement civil du signataire. Donc, on va toujours essayer d'établir cette distinction, ce fossé entre le droit cambiaire et le droit civil. Le droit cambiaire a ses propres spécificités. Le droit civil reste le droit commun. Si jamais on n'arrive pas à résoudre le problème en droit cambiaire, on a toujours la voie du droit civil, ça veut dire le droit commun, pour pouvoir récupérer notre créance. Voilà, c'était un bref aperçu sur les conditions d'émission de la lettre de change, les conditions de fond et de forme. J'espère que vous avez saisi ce que j'ai essayé de simplifier pour pouvoir faciliter la compréhension de cette première séance relative à la lettre de change. Donc, à travers les séances qui vont suivre, à travers les cas pratiques qu'on va essayer de décortiquer, vous allez comprendre mieux la matière et vous allez être confronté à des situations dans lesquelles vous serez amené d'utiliser tout ce que nous avons vu dans cette partie théorique afin de pouvoir exploiter vos connaissances en pratique.
Donc voilà, avant de clore cette troisième séance, j'aimerais savoir si vous avez des questions, des commentaires à propos de ce que j'ai présenté aujourd'hui. Donc la parole est à l'auditoire. Oui, monsieur Mkhlouf. C'est quoi un avaliseur? Donc on aura l'occasion de revenir sur l'avaliseur, c'est un garant. C'est celui qui se porte garant d'une personne qui a apposé sa signature sur la lettre de change. D'accord? Oui, oui. Donc, soit il va garantir le paiement de la dette pour le tiré, soit il va garantir le tireur. Donc, on va en revenir par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Monsieur Mkhlouf? C'est bon? هادشي فهمت. انا شخصيا بعدا فهمت. D'autres questions, s'il vous plaît? غير بغيت نتاكد من واحد من داكشي اللي سولتك عليه في الاول، واش راني فاهم ولا مانيش فاهم. دابا غير دوك لي Oui. مود دو بايمون ايميديا فيهم جوج ديال الانواع، فيهم ليبيغاتوار ايميديا، فيهم بايمون افو، فيها جوج. Oui. Paiement immédiat, c'est l'argent liquide, c'est l'argent fiduciaire, ou paiement à vue. Et nous avons le paiement différé. Ça veut dire le paiement pour lequel on utilise des moyens de paiement pour lesquels on doit attendre une échéance avant de pouvoir récupérer notre argent. D'autres questions, s'il vous plaît? Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, j'aimerais avant de clore cette séance, vous préciser que vous avez toujours sur la plateforme la présentation PowerPoint que vous pouvez tout le temps consulter. Vous pouvez aussi revoir et réécouter cet enregistrement sur la plateforme. Si jamais vous êtes encore, ou bien que le cours vous présente encore des ambiguïtés, n'hésitez pas à me contacter par écrit. Donc sur ce, je vous dis bon week-end. N'hésitez pas à me contacter par écrit à n'importe quel moment et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, si on veut dire. Donc, si l'endroit est la plateforme. Donc, à très bientôt. Bon courage.